Alors, dans ce mouvement de critique, justement, par rapport à Danto, je retrouve, moi, un autre Jean-Pierre Cometti, en quelque sorte, puisque c'est toujours ce récit de rencontre, et c'est celui qui vient de parler, qui a pu écrire un livre qui s'appelle Art, mode d'emploi. Alors, il y a, après avoir interrogé le Cometti qui connaît bien la philosophie américaine, j'en viendrai à celui qui est pas très loin d'avoir formulé un projet d'esthétique spécifique, avant d'en finir tout à l'heure, mais il y avait de quoi faire presque au de séance avec toi tout ça. Autour de la question de la critique plus précisément. Alors peut-être que j'inviterai d'abord à la lecture de ces deux livres, Art, mode d'emploi d'une part, et puis d'autre part, celui que j'ai perdu là, L'art sans qualité, que je rapproche ici un peu dans un raccourci, mais qui sont effectivement de d'abord 2000 et 1999, tu les as écrits un peu en même temps. Est-ce que pour toi, alors d'abord, ils trouvent leur origine pour une partie dans ce qui est toi une partie de ton héritage américain du côté de Wittgenstein, et voilà, alors déjà de Wittgenstein, et d'autre part, est-ce que c'est effectivement un projet d'esthétique qui te sort? Oui, enfin, une ébauche. En fait, je pense que ce que j'ai essayé d'exposer dans ces deux livres, qui sont des petits livres, une esquisse ici. Ce sont des esquisses. Se comprend dans le prolongement de ce qu'on vient de voir, de ce dont on vient de discuter. Si on admet massivement un peu tout ce qu'on a essayé de mettre sur la table, on s'aperçoit que d'abord on est obligé de renoncer à toute forme d'essentialisme. C'est-à-dire que l'idée même qu'il existe, et ceci contre Danto y compris, l'idée même qu'il existe ou qu'il puisse exister des propriétés qui seraient qualifiantes au point qu'elles appartiendraient en propre et exclusivement à une catégorie d'objets ou de pratiques, les œuvres d'art, c'est une idée qu'on ne peut pas tenir. Elle est une idée intenable. Alors, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous dire que tout cela donne lieu à de nombreuses discussions. Il y a des gens qui soutiennent exactement le contraire. Enfin, moi, ce que je soutiens dans l'art sans qualité, par exemple, et pour les raisons que j'ai déjà essayé d'exposer, c'est que cette idée de propriété qui appartiendrait exclusivement et de façon intrinsèque, objective, aux œuvres d'art, est une idée à laquelle il faut renoncer. Et je dirais même une idée dont nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire qu'elle fait partie, et ça c'est peut-être l'inspiration pragmatiste, elle fait partie, si vous voulez, de ces choses inutiles dont nous avons même intérêt à nous débarrasser parce qu'elles nourrissent toutes sortes de mythologies, donc toutes sortes de confusions. D'où le titre L'art sans qualité. L'art sans qualité, ça veut dire, c'est inspiré d'un roman de musique qui s'appelle L'homme sans qualité, et l'homme sans qualité, c'est un homme qui précisément ne possède rien en propre. Et l'art sans qualité, c'est un art qui ne possède rien en propre. Alors évidemment, vous pourriez dire, mais comment? C'est pas possible de dire que l'art ne possède rien en propre, puisque de toute façon nous faisons en permanence une distinction, ce qui appartient à l'art, ce qui n'appartient pas à l'art. Oui, mais si on veut le comprendre, si on veut comprendre pourquoi cette distinction se fait, et pourquoi cette distinction est parfaitement instable, par ailleurs, c'est une chose qu'il convient de souligner, bien sûr, eh bien, il ne faut pas s'intéresser à des propriétés, il faut s'intéresser à des usages. C'est-à-dire réinterpréter nos conceptions, nos pratiques, en particulier les pratiques artistiques, en termes d'usage. Autrement dit, en des termes qui ne présupposent rien d'autre que ce qui se fait. Je résume de cette façon. Et ça, c'est un peu le propos, le pendant, au fond, dans le livre Art, mode d'emploi. Parce que les modes d'emploi, ce sont justement les modes d'utilisation, les usages comme tels. Ce qui nous intéresse, ce sont des usages et les modalités de ces usages. Je trouve ici, d'une certaine manière, Luhmann, comme je vous disais tout à l'heure, au fond, la question que pose Luhmann dès le départ, c'est un petit peu celle-là, dans un champ limité, il est vrai, mais celle de savoir comment fonctionnent les œuvres. Donc, si vous voulez, quels sont les modes d'usage qui les caractérisent, et qui les caractérisent dans des conditions données, ces conditions pouvant évidemment changer, de sorte que nous n'avons pas besoin de postuler alors quelque chose qui définirait l'art ou les œuvres d'art, donc quelque chose comme une essence. Et encore une
fois, contrairement à beaucoup d'autres options, dont celle de Danto fait partie, puisqu'au fond Danto vise, comme il s'en explique très bien d'ailleurs, à saisir quelque chose qui serait l'essence de l'art. Seulement cette essence est philosophique. Avec ces livres-là, tu permets, je crois aussi, en tout cas, je sais que j'en ai eu l'occasion récemment en travaillant sur cet artiste canadien qui s'appelle Ian Baxter, de donner là encore un moyen de rendre compte des pratiques contemporaines de manière beaucoup plus directe que par effectivement ces appels à des incantations ou ces illusions. Je penserais à l'appui aussi de ce que tu décrivais là, à cette figure très ordinaire, encore une fois, qui est chez nous tout le temps, celle qui consiste à cette objectivation des qualités artistiques, celle qui consiste tout bêtement dans le vocabulaire ordinaire à dire d'un objet c'est beau. C'est impensable de dire un objet ne peut pas être beau. C'est impensable. Et pourtant, ça fait partie de notre vocabulaire ordinaire. La beauté, elle n'appartient pas à l'objet, elle appartient à la relation qu'on construit avec elle, elle appartient à une construction. Mais tout d'un coup, doter, c'est ça les qualités dont il est important de se débarrasser, je veux dire. C'est celles qui, effectivement, ne sont dans l'objet que parce qu'on y met. Et qu'on peut croire, du coup, qu'effectivement, du coup, qu'un objet est beau. Alors que ça n'a littéralement pas de sens qu'un objet soit beau. Oui, et puis effectivement, dès qu'on pense en termes de propriété ou de qualité, puisque le sens que je donne au mot qualité, c'est le même, dès qu'on pense tout cela en termes de propriété, on est presque inévitablement conduit à se représenter un objet, donc à réifier, à incarner, à incarner, à réifier tout ce qui appartient à l'art au sens plus large du terme. Alors du coup, on fabrique quelque chose qui est en grande partie un mythe, et que viennent d'ailleurs démentir les pratiques artistiques elles-mêmes. Parce que, est-ce qu'en art nous avons vraiment affaire à des objets? Ben, moi je ne crois pas. Même si ce qui se conçoit davantage comme usage, action, pratique, processus, vient à un certain moment donner naissance à ce que nous appelons un objet. Mais pas toujours, de toute façon. C'est-à-dire que ça ne vaut à la rigueur que pour certaines pratiques. Et en ce sens, encore une fois, qu'à ce moment-là, au fond, on réifie à travers l'idée d'un objet de propriété qui le caractérise quelque chose qui se conçoit d'abord comme usage, pratique, avant même de se concevoir comme objet. Là, il y a là une sorte de réification tout à fait typique, qui rappelle un petit peu, parce que cette réification, c'est une forme de fétichisme. Elle rappelle, d'une certaine manière, ce que Marx expliquait à propos du fétichisme de la marchandise. Il y a un côté chez Marx qui va dans ce sens. Pour rafraîchir la mémoire, Marx, ça c'est dans le Capital, vous voyez que ça nous éloigne beaucoup, mais en même temps pas tellement. Marx, dans le Capital, explique que la seule réalité dont on puisse tenir compte, c'est le travail. Donc, la marchandise et la valeur que nous y associons, puisque l'essentiel pour une marchandise, explique Marx, c'est sa valeur d'échange, non pas sa valeur d'usage. Donc, ce qui constitue la marchandise dans sa valeur, c'est le travail. Donc, le prix que nous attachons à la marchandise comme objet n'est jamais que l'effet du fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire l'effet d'une sorte d'opération de l'esprit qui consiste à, comment dirais-je, reporter sur l'objet tout ce qu'il faudrait attribuer, quelque chose qui n'a rien à voir avec un objet, qui est le travail comme pratique spécifique. Je crois que, à peu de choses près, lorsque nous avons affaire à ce que nous appelons une œuvre d'art, et que nous représentons l'œuvre comme un objet, si nous raisonnons en termes d'objet de propriété comme seul mode de caractériser l'art, nous cédons au même type d'illusion. Nous pratiquons une forme de fétichisme comparable. Donc le fétichisme, là, il agit très fortement. Alors, il agit d'autant plus fortement, mais ça serait une autre question, mais vous voyez que ces questions sont liées, d'autant plus fortement que justement, les œuvres d'art ont une valeur. Et elles marchent, et voilà, rejoue et surjoue. Donc là,